Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Bienvenue à l'ICEP, dans notre jeune école. Vous êtes journaliste, essayiste, polémiste. On vous connaît déjà pour plusieurs de vos ouvrages, Un quinquennat pour rien, Suicide français. Et vous êtes là pour nous parler du dernier en date, Destin français. Dans votre introduction, vous relevez qu'il y a déjà plus de 600 histoires de France parues à ce jour. Et vous citez d'ailleurs Bainville, Lavis et Melville. Quel est l'intérêt d'en écrire une de plus, Éric Zemmour ? Je ne crois pas citer Melville, mais tout est possible. Pourquoi en faire une de plus? C'est très simple. Tout simplement parce que chaque génération écrit son histoire de France, tout simplement parce que chaque génération écrit l'histoire de France en fonction des problématiques qu'elle rencontre, elle. Et c'est pour ça que chaque époque a des affrontements d'histoire et d'historiens, parce que, en fait, les historiens racontent le passé, mais en fonction de leur obsession du jour. Et chaque génération d'historiens règle ses comptes avec son époque, en fonction du passé. Et chaque génération a un enjeu majeur. Je vous donne un exemple qui va vous paraître drôle. Avant la Révolution, il y a eu une grande lutte entre les germanistes et les romanistes. C'est-à-dire que les historiens germanistes disaient que les nobles descendaient des Francs qui avaient conquis la Gaule et que le tiers-état, c'était la Gaule. Et donc c'est pour ça que les aristocrates avaient des privilèges, parce que c'était droit de conquête. Et la monarchie a lancé quelques historiens pour contrer cette thèse et pour dire que pas du tout, la France, la monarchie française était l'origine de Rome. Ça a l'air bête comme ça, surtout aujourd'hui. Mais il n'empêche que dès le début de la Révolution, Sieyès a dit, en parlant des aristocrates, mais qu'ils retournent dans leur forêt de Franconie. Donc vous voyez, les guerres d'historiens deviennent très vite des guerres politiques, et en France débouchent très vite sur des guerres civiles. Parce qu'à chaque fois, l'enjeu historique, c'est l'enjeu fondamental en France. Alors après, on a eu sur la Révolution, évidemment. Et aujourd'hui, je pense que on voit bien comment l'histoire est racontée. Enfin, vous êtes jeune, je sais comment l'histoire vous a été racontée à l'école. C'est pas du tout la façon dont l'histoire m'a été racontée à moi quand j'avais votre âge. Et deux, ça correspond d'abord aux préoccupations idéologiques d'aujourd'hui et des gens qui maîtrisent suffisamment les programmes pour endoctriner toutes les nouvelles générations. Donc, voilà pourquoi, en fait, j'ai écrit mon histoire de France, pour répondre à ces gens, pour combattre ces gens, pour raconter une histoire de France du point de vue français. Et non pas, comme on le fait depuis 40 ans, du point de vue de l'autre, avec un A majuscule, qu'il soit anglais, allemand, américain, arabe, africain. Je vais rebondir du coup avec ce que vous venez de dire. En citant Chateaubriand, les morts n'apprennent rien des vivants, les vivants ont tout à apprendre des morts. Donc quelle leçon voulez-vous tirer de cette galerie de portraits que vous nous peignez dans votre livre ? On pourrait tenir la soirée avec votre question, parce que les leçons qu'il y a tirées de l'histoire de France, il y en a énormément. Ce que j'ai voulu écrire, ce que j'ai découvert moi-même en travaillant pour ce livre, c'est que nous vivons aujourd'hui un moment très particulier où nous concentrons toutes les crises du passé. Toutes les crises qui ont déjà failli mettre à sac la France et la détruire, et en tout cas l'affaiblir, nous les concentrons aujourd'hui. J'ai cette comparaison dans mon introduction. C'est comme, vous savez, la légende veut que quelqu'un qui va mourir revoit passer sa vie, les étapes principales de sa vie. Et j'ai eu le sentiment, à travailler sur ce livre, que nous revivions les principales crises que nous avions connues en 1000 ans d'histoire. Nous revivons la chute de l'Empire romain, la France coupée en morceaux. Nous revivons avec les grands féodaux. Nous revivons le Moyen-Âge avec les grands féodaux. Nous revivons la conquête musulmane au 7e ou 8e siècle. Nous revivons les guerres de religion. Nous revivons
l'anglomanie, comme au XVIIIe siècle, qui s'est transformée en américomanie, évidemment. Nous revivons la soumission à l'Allemagne, comme sous Bismarck. Nous revivons la domination féminine dans la bonne société, comme sous Madame de Pompadour. Nous revivons, vous voyez, on collectionne comme ça, on remonte les siècles, et c'est assez impressionnant, c'est que nous concentrons tout en une seule période. C'est ça qui m'a fasciné en écrivant ce livre. Monsieur Zemmour, comme vous parlez que nous revenons à des conquêtes, venons-en à votre chapitre sur Saint-Louis, le roi très chrétien. Vous lui donnez le titre de roi juif. Pourquoi ? D'abord, c'est un clin d'œil. Vous avez remarqué que les titres sont des clins d'œil. Chaque titre, c'est une boutade ou vous voyez, un mot, etc. Bon. Maintenant, plus profondément, j'ai essayé d'expliquer l'essence de la monarchie par plusieurs biais. Vous avez vu que je traite aussi le roi fou qui est quand même aimé de son peuple et qui n'est pas renversé, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. J'ai expliqué aussi comment Charles VII a inventé la première armée permanente et comment ça a donné vraiment sa couleur, si j'ose dire, à la monarchie française, qui avant était un petit roitelet de rien du tout. J'ai expliqué aussi comment, avec la fameuse claque au pape, Philippe le Bel était devenu le père d'une spécificité française, à la fois très catholique et très anticléricale. Bon. Et avec Saint-Louis, ce qui est intéressant, c'est que Saint-Louis veut faire de son royaume, de son royaume franc, le nouveau peuple élu. Et pour ce faire, il va piocher dans l'Ancien Testament tous les signes qui font l'élection du peuple juif dans l'Ancien Testament. Et le sacre du roi de France est copié sur le sacre du roi d'Israël. Et quand le Saint-Louis persécute les Juifs, c'est uniquement au nom de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que, et ça Voltaire s'en moquait beaucoup, quand les Juifs disent il faut tuer Amalek, car le Saint-Louis dit la même chose, il faut tuer Amalek, sauf que les Juifs ont pris la place d'Amalek. Quand il explique qu'il faut chasser les marchands du temple, Saint-Louis explique la même chose et dit aux Juifs, mais vous ne devez abandonner votre travail de l'argent pour retourner à la terre. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et maintenant, on analyserait différemment. Je le dis, René Girard nous expliquerait que c'est le désir mimétique. On veut détruire celui qu'on admire et qu'on veut être. Le terme la Nouvelle Israël, c'est ça? Exactement, exactement. Et le peuple français et le Nouvel Israël, c'est le peuple élu. Alors, du coup, ça me permet de faire un rapprochement et de continuer comme je fais dans chacun des chapitres, c'est-à-dire de continuer jusqu'à aujourd'hui, où on se rend compte qu'au XIXe siècle, le messianisme français a continué. C'est Clémenceau qui disait en 18, la France, jadis soldat de Dieu et aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Ça, c'est le messianisme aussi pris dans l'Ancien Testament au peuple juif et qui est accolé désormais au peuple français. Et la Révolution française, c'est ça. C'est Robespierre, d'ailleurs, dit la même chose. Il dit le peuple français doit porter le monde sur ses épaules et le régénérer. Vous vous rendez compte, c'est inimaginable. Aujourd'hui, il n'y a que les Américains qui disent ça. D'ailleurs, les Américains se croient aussi le peuple élu et se veulent aussi la terre promise. Vous voyez, tout ça est logique. Et donc, quand la France a inventé la nation avec la Révolution, qu'elle a répandu ses idées dans toute l'Europe, tous les pays ont imité la France. Et le dernier à imiter la France, c'est Israël. En créant Israël, c'est en imitant la nation et l'État-nation de la Révolution française. Et tous les États d'Europe, toutes les nations d'Europe ont copié la France de la Révolution. Vous voyez, cet effet miroir en permanence, je trouvais ça intéressant. Éric Zemmour, vous parlez donc de messianisme, de destin français. La guerre de 7 ans est pour vous l'événement qui amorce le déclin français. Si depuis cette défaite lointaine, l'histoire de France n'a été qu'une suite répétée et toujours répétée
de succession de tentatives ratées pour rattraper les conséquences de cette défaite. Y a-t-il encore du sens à affirmer l'existence d'un grand destin français? Alors, il faut bien comprendre pourquoi j'explique ça, parce que, si vous voulez, la guerre de 7 ans pour moi, et d'ailleurs je n'invente rien, hein, c'est certains historiens qui le disent, c'est la Première Guerre mondiale. Et en tout cas, c'est la première guerre pour la mondialisation. Et cette guerre pour la mondialisation, nous la perdons face aux Anglais. C'est-à-dire que nous perdons nos territoires au Canada, dans les Indes, et c'est à ce moment-là que la mondialisation parlera anglais et non pas français. C'est décisif comme défaite. Et d'ailleurs, les contemporains l'ont très bien compris ainsi. Alors bien sûr, Voltaire sable champagne, il dit pour quelques arpents de neige, on s'en moque du Canada, le mot célèbre. Ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'en fait, il sablait surtout le champagne parce qu'il avait des intérêts dans le trafic d'esclaves pour les îles sucrières de Saint-Domingue, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire Haïti. Et donc ça, le roi Louis XV avait négocié, il avait abandonné le Canada et l'Inde contre Haïti, ce qu'on appelle Haïti aujourd'hui, qui était le plus grand producteur de sucre du monde. La France était à l'époque le plus gros exportateur de sucre du monde. C'était une situation incroyable. Bon. Mais on perd une bataille fondamentale et on a cessé ensuite d'essayer de rattraper le coup, si j'ose dire, pour restaurer le rang de la France. C'est-à-dire que d'abord la guerre américaine, l'indépendance américaine, c'est pour se venger de cette défaite face aux Anglais, pour leur faire perdre leur empire américain, sauf que ça va coûter tellement d'argent que c'est ça qui va provoquer la réunion des États généraux qui provoqueront la Révolution et qui abattront Louis XVI. Donc ensuite, il y a les guerres de religion, les guerres de la Révolution. Les guerres de la Révolution et les guerres de l'Empire ne sont qu'une bataille, en vérité, pour restaurer en Europe l'hégémonie française sur le continent, ce que les Anglais ont très bien compris. Et donc ils feront tout pour abattre la puissance française, qu'ils finiront par obtenir en 1815. Puis, la conquête coloniale, l'Algérie et les autres, c'est pour attraper la défaite de Napoléon. Puis, la conquête coloniale entraîne la défaite de 1870, car les soldats français ne sont plus habitués à se battre en Europe. La défaite de 70 entraînera la revanche de 14, qui entraînera elle-même la revanche de 40. Et la revanche de 40 entraînera la catastrophe qu'on sait. Donc, vous voyez, tout ça vient de la défaite de la guerre de 7 ans. C'est pas rien quand même, cet enchaînement incroyable. Donc vous me dites aujourd'hui, il y a un grand destin français. Je crois que le dernier à y avoir cru, c'est De Gaulle. Je pense qu'on va en parler. De Gaulle a tenté d'appliquer la méthode de Maurras, c'est-à-dire l'influence. C'est-à-dire, il y a des géants, les États-Unis, la Russie, l'Angleterre à l'époque, puisque c'était l'Empire anglais. Nous ne sommes pas de ce niveau-là, parce que Napoléon a perdu, et nous y reviendrons. Pour moi, c'est la défaite décisive. Donc nous n'avons pas la taille pour devenir une grande puissance globale. C'est ça qui était l'enjeu, c'est ça l'enjeu des batailles de Napoléon. Donc nous ne sommes pas non plus un petit pays, donc nous devons être au milieu pour protéger les petits contre les gros. Ce que Maurras écrit dans De Kiel à Tanger, noir sur blanc, et c'est ce que De Gaulle a tenté de faire pendant 10 ans. Vous verrez dans mon chapitre sur De Gaulle, je reprends les phrases de Maurras et vous vous rendez compte qu'il a appliqué à la lettre le programme maurassien. Alors il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. On peut estimer que le général de Gaulle a réussi, puisque le nom de la France était de nouveau sur toutes les lèvres, que la popularité de la France dans les pays du tiers-monde était inouïe, en Amérique du Sud, en Afrique, en Maghreb. On peut aussi estimer qu'il a échoué, puisque ses successeurs n'ont eu de cesse que de tenter, eux, de retrouver une influence à travers l'Union européenne et à travers cette hypothétique puissance globale que serait l'Europe. Donc, si vous voulez, une grande politique française, oui, mais ça ne va pas être facile de trouver autre chose. Je pense toujours que la question de la taille est essentielle, et de plus que jamais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait l'Europe. C'est une façon détournée
qu'ont trouvé nos élites pour se mettre dans un grand ensemble et avoir la taille mondiale. Sauf que c'est au sacrifice de la France elle-même. Très bien, merci à Éric Zemmour d'être venu ici aujourd'hui. Merci à et vous. merci de vos explications.